Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons chaque semaine avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu, puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo, puisqu'on est toujours ravis d'interagir avec vous et d'améliorer le contenu si besoin est. Une semaine qui va être particulièrement intéressante encore, même si elle va être moins dense que la semaine précédente. On arbitre et on a passé une séquence assez compliquée et assez dense, bien de façon plutôt solide sur les indices américains. On va voir qu'on commence à faire du tri sur les valeurs, parmi les valeurs, et ça c'est plutôt un bon signal à mon sens. Au moment où on évoque beaucoup des signes d'euphorie dans le marché, eh bien, les opérateurs ne payent pas tout et n'importe quoi. Ils deviennent très exigeants, comme on a pu le voir avec les publications de Microsoft ou encore de Meta. En revanche, on salue Amazon, on salue Google, Alphabet. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme comportement et c'est plutôt signe, encore une fois, de discernement de la part des opérateurs. On va voir aussi, dans le cadre de la semaine, bien sûr, le calendrier à venir. On s'intéressera à la configuration du S&P comme toujours, des volumes inhabituels détectés par Paul sur un titre qui n'est pas très connu, mais qui peut être intéressant. Et puis, on terminera par notre cas d'école, encore une stratégie qu'on vous propose comme on le fait chaque semaine. Alors, on voulait commencer bien entendu cette semaine par remercier Euronext qui nous a accueillis au cours d'une cérémonie excellente, magnifique, pour fêter le lancement de l'Atelier des Options. On a eu la chance de sonner la cloche chez Euronext, un événement symbolique bien sûr, qui est un point clé, une étape clé dans le développement et la reconnaissance de l'Atelier des Options comme étant un organisme de formation sérieux, de qualité. Et on est ravis d'avoir des partenaires comme Euronext, qu'on remercie encore une fois, pour bien nous développer, apporter ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, des compétences, des connaissances dans le domaine de la formation sur les options. Évidemment, on est toujours ravis de travailler avec ces grandes places de marché et donc c'est un moment particulièrement important et qu'on voulait bien mettre en avant pour cette semaine. Donc merci à ceux aussi qui sont venus nous accompagner, nous soutenir dans ce moment. C'est génial et on a un accueil qui est fantastique et on est ravis de ce lancement et de ce début, encore une fois. Pour ce qui est de la suite, eh bien, vous pouvez toujours vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options. Nous vous présentons nos excuses puisque nous avons rencontré des problèmes techniques ce week-end sur notre site et c'est récurrent depuis quelque temps. On est en train de travailler à résoudre ce problème. On pourrait avoir encore un peu d'instabilité à court terme, mais ça devrait être résolu rapidement maintenant. Encore une fois, avec toutes nos excuses pour ces désagréments, pour ceux qui nous suivent ou qui voudraient avoir des informations. Nous faisons au mieux et nous sommes conscients du problème. Ceci dit, pour l'instant, le site fonctionne très bien et puis notre chaîne YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter et puis vous aurez la chance peut-être de pouvoir gagner notre formation d'analyse graphique au cours d'un événement qui arrive bientôt. Donc, suivez-nous et soyez au courant et informés de toutes nos actualités grâce à cette newsletter et que vous pouvez retrouver en vous abonnant sur le site de l'Atelier des Options. Pour ce qui est des statistiques, je voulais commencer cette semaine par un point sur les statistiques puisqu'on le fait souvent à la fin. Et bien, on a eu la semaine dernière deux clôtures intéressantes. Le Bull Put Spread sur Microsoft est sorti gagnant la semaine dernière. Et puis l'Iron Condor sur le IWM, donc l'ETF sur le Russell, un des ETF les plus liquides, sont sortis gagnants la semaine dernière. On a toujours en cours le Bull Put Spread sur Costco, qui était proche d'être gagnant il y a une quinzaine de jours, qui pour l'instant est toujours légèrement gagnant, mais on a failli sortir et puis on n'a pas atteint la cible. Donc encore une fois, de la méthode pour traiter ces éléments. Le calendar short sur Ibit qui est à l'équilibre, légèrement gagnant pour l'instant. Et puis cette semaine, vous avez un indice, on va faire une stratégie sur l'or, donc le TF GLD qui est très liquide, un cas d'école que Paul a détecté et qui, sur plus de 100 backtests, a fonctionné près de 95% du temps. Encore une fois, ce sont des statistiques passées qui ne préjugent pas de l'avenir, mais qui nous permettent d'avoir et de travailler de façon plus confortable. Vous voyez que ça porte donc notre taux de réussite à 87,10% sur les stratégies en cours. Un point de précision là-dessus, donc nous avons proposé 34 stratégies en incluant celle de cette semaine. 4 ont été perdantes, 3 sont toujours en cours et 27 donc gagnantes, donc un taux de réussite qui est extrêmement intéressant. Nous ne sommes pas des magiciens, évidemment, mais on travaille avec un setup qui est très précis, je voulais insister là-dessus. C'est Paul qui a mis au point ces éléments de backtest, qui a testé
selon différentes configurations, des stratégies et qui, eh bien, on vous les propose chaque semaine. Alors évidemment, on est toujours bloqué par cette contrainte légale de ne pas avoir le droit de donner le détail des stratégies. En revanche, on vous met bien sur la voie à chaque fois puisqu'on vous indique le nom de la stratégie, le type de stratégie et quelques éléments de temporalité aussi. Donc après, évidemment, c'est propre à chacun d'ajuster son setup en fonction de son money management, de sa configuration en fonction de son money management. Mais voilà pourquoi on arrive à un taux de réussite qui est de cet ordre-là, de cette qualité. Il faut préciser aussi que ce sont des stratégies qui sont souvent des stratégies créditrices, comme vous le voyez, et qui, en tout cas, eh bien, peuvent entraîner parfois des pertes qui sont supérieures, mais c'est la statistique, le nombre de gains qui permet d'avoir une performance qui est excellente, comme vous pouvez le constater chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver pour plus de détails sur notre site, toujours dans nos formations. Nous, on vient en détail sur ces stratégies. Plus d'une vingtaine de stratégies que Paul a mises au point, qui sont reproductibles de façon mécanique, systématique. C'est ça tout l'intérêt de cette méthodologie, c'est de faire de l'analyse évidemment en amont et ensuite de travailler de façon mécanique, systématique en travaillant avec ce setup, ces configurations qui vous donnent une probabilité importante et c'est ce qu'on applique chaque semaine. Donc voilà pourquoi on arrive à ce taux de réussite. Je voulais insister dessus en ce début de séquence. C'est chose faite. Encore une fois, posez-nous vos questions, c'est avec plaisir qu'on vous répond. Vous êtes très nombreux et de plus en plus à le faire et nous vous en remercions. On a eu d'ailleurs des remerciements de premiers abonnés qui ont des taux de réussite qui sont extrêmement intéressants. On ne peut pas vendre de la performance, c'est une question de travail. Donc bravo à Thierry qui a très bien travaillé, qui a commencé à appliquer les choses et les scénarios qu'on avait proposés de façon mécanique et systématique. C'est encore une fois le travail de chacun qui va permettre de faire la différence, mais on voit que eh bien, ces stratégies fonctionnent et cette émulation que nous rencontrons et que nous retrouvons dans nos webinaires tous les 15 jours qui sont réservés à nos abonnés, eh bien, permet de vraiment faire avancer les choses et tout ça dans une ambiance que nous adorons. Donc, on est ravis de cette avancée aussi. Voilà pour la parenthèse, on va passer à l'analyse de la semaine. Alors, pour ce qui est du calendrier cette semaine, on a, pour commencer, eh bien, des rendez-vous macroéconomiques que nous espérons voir publiés. Normalement, les PMI manufacturiers et ceux de l'ISM aujourd'hui. Alors, toujours ce shutdown qui va être un des shutdowns historiques hein, dans l'histoire des États-Unis. Pour l'instant, on n'arrive pas à avoir ces publications. Ceci dit, on aura mardi le rapport Joltz, un chiffre mensuel de l'emploi. Ça, c'est une enquête privée, donc on devrait l'avoir. Mercredi, l'emploi ADP. Ça aussi, une enquête privée, donc a priori, elle sera publiée. En revanche, est-ce qu'on aura les PMI dans les services et ceux d'ISM mercredi, c'est en suspens, et puis les chiffres d'inflation qu'on attend si par hasard les éléments se décantent, mais ceci dit, on va avoir un trou dans ces publications, donc attention au retour de la publication de ces chiffres, surprise positive ou négative, mais on avance sur les marchés avec cette absence d'éléments. Ce qu'on a comme élément pour l'instant, ce sont les publications des entreprises. J'ai noté pour le calendrier micro de la semaine les principales, Palantir, AMD et McDonald's. Vous avez l'habitude maintenant, plus le ratio s'approche du rouge, plus les opérateurs sont complaisants, plus on est vert, plus les opérateurs sont prudents. Alors j'ai indiqué McDonald's, il y a une position verte qui est faible sur les options, on ne va pas s'attarder sur le titre qui est dans un range en haut de marché. Si on avait été jaune, ça aurait signifié qu'on est relativement optimiste, mais pas trop. Et là, on est orange sur AMD et Palantir qui publient respectivement lundi et mardi. Donc, on n'est pas en rouge, on n'est pas en euphorie absolue, mais on est très optimiste en amont de ces publications. On va aller voir dans quelques instants les deux configurations graphiques des titres en question. Donc, 0,42 le ratio put-call pour Palantir et puis 0,39 pour AMD. C'est le titre sur lequel je suis le plus prudent des deux. On va revenir sur aussi les titres dont on avait parlé la semaine dernière pour faire un point sur les fameuses GAFAM qui ont publié. Et je vous rappelle que Wall Street réouvre à 15h30. On a changé d'heure aux États-Unis ce week-end. Alors on va tout de suite aller voir notre graphique du S&P en mensuel puisqu'on vient de clôturer le mois d'octobre et que eh bien, c'est une bougie forte qui s'est révélée à nous sur la borne haute du canal haussier de long terme. Je rappelle que le S&P évolue selon moi au sein d'un canal haussier de long terme, borne haute touchée en 2018, borne basse testée en 2020, retestée en 2022, borne basse testée ensuite en 2022, en 2023, en 2025. Très très propre ici cette borne basse, et puis là on est en train d'essayer de déborder cette ligne haute, la borne haute du canal haussier de long terme. C'est un signe de force. On a pas mal de volatilité au cours de ce mois d'octobre, mais on est clôturé nettement au-dessus de ce niveau et au-dessus du support à 6733. Pour ce qui est des intérêts plus récents, on va zoomer sur la semaine
sur notre S&P graphique hebdomadaire que vous avez ici. Alors, on a une bougie qui n'est pas excellente, je vais zoomer, et un message qui incite à la prudence la semaine dernière, d'où le titre que nous avons choisi, fin de la fête à Wall Street, point d'interrogation. Une bougie ne fait pas la tendance, mais une bougie hebdomadaire est importante. On a ouvert avec un gap hebdomadaire, on a clôturé au-dessus, pour l'instant ce gap est préservé, mais regardez cette étoile filante, cas typique, cas d'école d'une bougie en étoile filante. Alors, je vais supprimer les éléments autour pour qu'on la voit bien et qu'on en parle un instant. Je vous rappelle que la psychologie de l'étoile filante, c'est qu'on ouvre à un niveau, on accélère au cours de la semaine et puis on clôture proche ou sous le cours d'ouverture de la semaine. Ça signifie que les acheteurs avaient la main et les vendeurs la reprennent violemment. On peut considérer qu'on ne clôture pas trop bas, pas trop proche du point bas de la semaine, mais on a quand même eu pas mal de replis en cette fin de semaine. Donc une bougie un peu mitigée avec ce gap haussier à surveiller. On est, à mon sens, dans le range 6733, 6920. Si on arrive à déborder ce range par le haut, c'est 7106 la cible. Pour ce qui est des intérêts, je les ai synthétisés ici. Sur la semaine, on a quand même créé 0,71% d'intérêt dans une progression qui a été finalement sur la semaine de 1,38%. 0,71% de hausse pour l'indice sur la semaine, 1,38% de hausse de la position ouverte, autant pour moi, vous l'avez compris. Et un ratio put-call qui passe de 0,64 à 0,67. On est un tout petit peu plus couvert, on reste quand même très très optimiste. Donc prudence à mon sens, d'autant plus que cette position ouverte qui a augmenté d'1,38%, elle a augmenté par moment dans des mouvements baissiers. Donc pour l'instant, on ne peut pas en déduire de stratégie baissière forte, mais on a eu un petit peu d'intérêt ouvert dans des mouvements de baisse. Ça reste assez mitigé de ce côté-là, donc à surveiller. Pour l'instant, le futur S&P est en hausse aux alentours de 6865, donc on est loin de former une étoile du soir, configuration avec une grande bougie haussière verte, et puis une étoile filante, et puis un gap baissier ensuite. Ça, ce sera un très mauvais signal. Pour l'instant, a priori, on est en train d'ouvrir sur ces niveaux-là, donc juste de l'hésitation dans cette zone de prix, 6733, 6920 en hebdomadaire. Quand on zoome en journalier, on va regarder cette configuration. Je vous ai laissé pas mal de niveaux de prix parce que on est dans une zone importante. La zone de résistance 6910, 6920 est clé. On teste cette oblique baissière puisqu'on vaut 6865 à l'instant. Donc peut-être 1, 2 et peut-être 3 points. Le débordement pour cette semaine de cette cible va être important. On est peut-être en train de le faire puisqu'on ouvrirait pour l'instant aux alentours de 6865 points. En tout cas, le niveau pivot c'est 6860 comme support intermédiaire pour l'instant support, puisque on l'a clôturé en dessous vendredi, mais on est en train d'ouvrir au-dessus manifestement ou très légèrement. On a quand même laissé 2 caps ouverts sur le S&P, l'un le 24 octobre et puis celui qu'on avait laissé ouvert le 27 octobre, qu'on a partiellement comblé au cours de la séance baissière de vendredi, légèrement baissière finalement, c'est bougie rouge, mais séance haussière finalement, puisqu'on clôture au-dessus du niveau de support à 6820. Donc ce niveau est un premier niveau d'alerte à surveiller, on n'a pas de figure de retournement, attention à une pause, des volumes qui ont été un petit peu plus lourds sur le S&P dans les mouvements de baisse, on voit un peu d'hésitation, on a quand même eu un pendu ici, un autre avec un grand corps, des bougies d'hésitation, des grands marubozu, donc prudence dans cette configuration encore une fois. Si on parvient à déborder 6920, vous avez les extensions 949, 980 et 7001, avec les extensions plus larges que vous avez au-dessus. Premier niveau d'alerte, c'est si on repasse sous ce gap, et 6792, avec en bien des retours sur ce niveau de 6733. J'ai ajusté 6740, ce que je vous avais indiqué comme 6740 comme premier niveau d'alerte de court terme. C'est 6733 maintenant que j'ai réajusté pour la semaine. Donc on en est loin pour l'instant, on peut consolider tout à fait et donc latéraliser dans cette zone de prix que je vous rappelle ici à l'écran. 6733, 6920. Voilà l'enjeu avec comme pivot 6820. Si on repasse en dessous, et notamment si on va combler ce gap, eh bien on peut revenir en dessous. 6733, ce ne serait pas un très bon signal. Et puis cette oblique haussière de long terme, cette oblique, la borne haute du canal haussier, eh bien qu'on a débordé maintenant. Alors, si on fait un peu de prospective, on peut aussi envisager des figures de retournement à surveiller. L'épaule tête
et pourquoi pas épaule pourrait se former ici. Il n'y a rien qui l'indique pour l'instant. On surveille, mais on est quand même tout en haut de marché. Attention donc à des retours brutaux sur 6550. Ça pourrait être les prémices d'une figure de retournement. Là, je m'avance beaucoup sur l'évolution du marché, mais encore une fois, on surveille l'évolution des graphiques des prix. On n'a pas d'autres éléments pour l'instant d'inquiétude, même plutôt un marché qui a passé une première séquence de façon assez solide. Comme nous le disions, on va aller voir les différents titres que nous avions évoqués la semaine dernière et les opérateurs commencent à faire du tri. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les configurations de chaque titre, on va les regarder un peu rapidement, mais on avait évoqué Microsoft qui avait buté contre 553,80, ça s'est confirmé la semaine dernière. Retour un peu brutal avec des volumes qui ont été en hausse, on repasse sous 531. Attention à ce qu'on ne soit pas en train de former un double top. On a un mois d'écart entre ces deux points hauts, c'est possible, et puis cette grande structure. Donc pour l'instant, consolidation en bon ordre, mais attention à ce que ça ne se dégrade pas. Si c'était le cas, on pourrait, à la rupture de 495,20, dupliquer le range par le bas et retourner chercher les prix situés sous 445, le support majeur à 437, un support intermédiaire à 437, et puis la rupture du support majeur à 445. Donc attention, pour l'instant, on n'y est pas, ça consolide, mais on a eu quand même un message un peu lourd. Et puis, la semaine précédente, cette couverture en nuage noir, on ouvre plus haut que la bougie précédente en haut de marché, et on clôture sous la médiane de la bougie d'avant. Pour l'instant, on est stable, puisque cette semaine, on ouvrira aux alentours de 519, donc au-delà du support intermédiaire à 517. Donc, range 495-553, médiane 517,80, plutôt intéressante. Pour l'instant, on est au-dessus, attention en dessous, ça risque d'accélérer à la baisse, mais on est en train de faire du tri sur un titre qui a pourtant très bien publié, rien de grave pour Microsoft, mais les opérateurs deviennent très exigeants, et c'est encore une fois tant mieux là, au moment où nous parlons d'euphorie depuis quelques temps. Alors, je voulais vous montrer aussi un autre titre. Je vous rappelle que Microsoft, le ratio put-call était de 0,29, donc ça nous rendait particulièrement prudents. Voilà. L'autre titre que nous avions évoqué la semaine dernière, c'était Google, qui avait un ratio put-call de 0,25, donc encore une fois, c'est bien la publication des résultats qui prévaut. Google bien a explosé à la hausse la semaine dernière, ouverture en gap hebdomadaire, on est allé chercher une cible à 285,30, on ouvre autour de ce niveau-là pour l'instant, on n'a pas d'élément de retournement bien entendu, on le voit en hebdomadaire ici. À surveiller quand même, prudence, ce grand Maro Bozu, cette grande bougie rouge, hein, très grande, plus grande que les autres, avec un gap haussier qui n'a pas été comblé pour l'instant, ça peut être aussi le signal de la fin d'un mouvement, donc à être un peu prudent en journalier, encore une fois, ça n'est qu'une bougie celle-ci, mais qui nous donne un petit warning. Pour ce qui est du contexte en hebdomadaire, eh bien, les ranges sont très propres, hein, on avait évolué entre 235,60 et 256,70, le range suivant c'était 277,40, et puis la cible idéale 298,30, donc pour l'instant, tout indique que au débordement de 285,30, le titre allait chercher ces niveaux-là. Attention, sous 277,40, on pourrait retracer un petit peu. Ça va dépendre du comportement global des indices, mais pour l'instant, pas de signe de faiblesse en ce début de semaine. Au mieux, une pause manifestement à court terme. Meta a fait l'objet de prudence aussi et de prise de bénéfices un peu marquée. Là, la configuration est beaucoup plus dégradée. Ça n'était pas la configuration, le ratio put-call le pire, c'était 0,60 sur Meta, 0,61. Mais regardez, le titre s'est enfoncé sous la borne basse du canal haussier de long terme. Je vais même dézoomer en mensuel. Voilà, vous avez Meta ici en mensuel. Maintenant, avec les filigranes que propose ProRealTime sur cette version, eh bien c'est très confortable. Le titre évolue de façon très propre au sein d'un canal haussier de long terme, hein, depuis 2022. Borne haute, borne basse, échec de toucher la borne haute, travail de la borne basse avant de rebondir et d'aller chercher plusieurs fois la borne haute, retour borne basse, borne haute, tentative de débordement et violente réintégration, et puis on est allé la rechercher, puis échec, et là on l'a enfoncé cette fois-ci, cette borne basse. Alors là, on l'avait enfoncé dans un contexte global de marché, d'inquiétude au moment de l'annonce des tarifs, au mois de mars-avril dernier, mais on avait rapidement intégré le canal. Là, c'est sur fond de publication que ça se produit, avec un titre un peu lourd, un 0,60, ça n'était pas un ratio put-call hyper complaisant, mais ça restait quand même très optimiste, et encore une fois, on voit que les opérateurs font du tri. Donc si on regarde en hebdomadaire, on a cette configuration un peu particulière que je n'avais pas détectée la semaine dernière, je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt, mais en épaule, tête, tête, épaule,
et donc en haut de marché, qui fonctionne très bien. C'est une configuration qui est un peu rare, mais il arrive tout à fait que cette figure se mette en place avec double tête. C'est une variante de la structure en épaule, tête-épaule, vous l'aurez compris. Donc le mouvement donné par cette structure eh bien, indique qu'on peut continuer à baisser. Déjà, on a rompu franchement en mensuel la ligne de tendance haussière qui était active depuis 2022. Donc il y a un coup d'arrêt net pour Meta dans la hausse, et ça aussi, encore une fois, c'est sain, alors que tous les titres sont plutôt, que les indices sont en hausse et qu'on craint encore une fois l'euphorie. Pour l'instant, donc tant qu'on est sous 690,50, la cible idéale se situe à 583,50 pour Meta, non loin du support majeur à 576. On a vraiment un mouvement de baisse qui s'est formé avec en plus des volumes très lourds. Donc structure de retournement et rupture du canal haussier, on a un coup d'arrêt dans la tendance haussière, d'où encore une fois notre volonté de prudence sur les valeurs tech américaines en ce moment. Sur Apple, eh bien, on l'avait évoqué ensemble la semaine dernière, le titre Apple évolue au sein d'un canal haussier de long terme, avec donc une borne haute bien qu'on a atteinte, on l'avait indiqué comme cible idéale la semaine dernière. Regardez en journalier Apple, on est allé chercher parfaitement cette résistance à 276,99, la borne haute du canal haussier, et on a formé ce grand marou Bozu aussi. Attention encore une fois à cette bougie qui en haut de marché peut indiquer le feu d'artifice, la dernière accélération, on ouvre point haut et puis on clôture point bas sous la bougie précédente. Alors ça n'est que du journalier, donc un avalement baissier, mais que du journalier, mais on a quand même des bougies d'indécision, on n'a pas de pendu, mais une toupie, on en avait une ici aussi là une petite bougie d'indécision, Doji en croix. Donc attention, encore une fois, on est allé chercher la cible graphique, mais on a eu un mouvement et un volume un peu supérieur, enfin nettement supérieur, au cours de la baisse de vendredi dans cette bougie-là, alors qu'on est allé chercher la borne haute du canal. Donc on avait un ratio put-call qui, je le rappelle, sur Apple était de 0,28, donc très complaisant, ça n'a pas fait baisser le titre au moment de la publication, mais on voit qu'on a du mal à poursuivre à la hausse, même si finalement la semaine a été haussière pour le titre, de 87%, mais on est juste allé chercher la cible, et attention à des mouvements de retracement possibles contre la borne haute du canal haussier de long terme. Encore une fois, ça reste un mouvement assez légitime, mais est-ce qu'on aura le momentum pour aller plus loin? Si on passe 276,99, la cible suivante, c'est 285,50. Amazon, dont le ratio put-call n'était pas le plus complaisant, mais quand même à 0,42 la semaine dernière, a explosé à la hausse. On avait donc en tête ce grand range 213,05, 238,26. On est sorti par le haut, franchement, de ce plafond de verre, sous lequel le titre n'avait jamais clôturé en hebdomadaire ni en mensuel, donc 238,26. La cible légitime, c'est 263,70. Attention, encore une fois, à ce comportement de violent haussier, avec un Maru Bozu aussi vendredi dernier, une bougie où on ouvre point haut, on clôture point bas, dans un mouvement d'une amplitude importante, 9% de hausse, et une amplitude de 3% pour la séance du jour. La cible idéale, je vous rappelle qu'on avait détecté un biseau baissier, que la cible idéale de ce biseau, c'était la borne haute du biseau. Maintenant, elle a été plus que atteinte et débordée. Encore une fois, on pourrait prendre le risque ou pas de la conserver pendant les publications. Nous, on avait choisi de ne pas le faire, mais un parcours aussi qui avait été intéressant déjà auparavant. Voilà pour Amazon, et donc pour le bilan des sociétés de la semaine dernière, on va jeter un œil du côté de Palantir. Palantir, je rappelle que c'est un titre qui est très, très valorisé, je crois que ça se paye près de 600 fois les bénéfices. Donc attention, ceci dit, on n'a pas d'éléments de retournement. Le ratio put-call pour Palantir sur la semaine est à 0,43, donc très optimiste. Ceci dit, encore une fois, pas de figure de retournement sur le titre ou de signe de faiblesse, comme on pourrait le voir sur des titres comme on avait pu le voir sur des titres comme Meta. On reste haussier, on est dans un range bord de base 196,30, 211,10 en mensuel. C'est en hebdomadaire que c'est plus lisible. Regardez le range au sein duquel Palantir a consolidé de août à octobre. Et puis, la semaine dernière, il a débordé le range par le haut. La cible légitime, c'est donc de dupliquer ce range 142,20, 186,40 par le haut pour aller chercher 230,20. Encore une fois, c'est un titre qui n'aura pas le droit à la déception, mais c'est la publication qui prévaudra. On a eu un peu d'hésitation en fin de semaine dernière, mais on est toujours au-delà de ce niveau de support. Donc attention pour Palantir à la déception
En termes de valorisation, c'est très cher. En termes de ratio put-call, très optimiste, mais on n'a pas d'éléments de retournement à court terme. L'IA permet de délivrer pour l'instant et Palantir en bénéficie très nettement. Donc tant qu'on est au-delà de 186,40, aucun problème pour le titre. C'est plutôt haussier pour aller chercher 230,20. Et puis, une des stars de la semaine à venir, c'est AMD. AMD configuration graphique qui incite plus à la prudence cette fois-ci. On a un ratio put-call à 0,395, c'est le plus optimiste de la semaine. On est vraiment en optimisme là sur AMD. En plus, on a eu un parcours aussi récent qui a été très fort. AMD, je rappelle qu'on avait formé une structure de retournement haussière en épaule, tête, épaule, ouvert et sorti, débordé la ligne de coup de la structure d'un coup avec un gap haussier gigantesque, donc du potentiel haussier qui avait été développé. On a préservé ce niveau de 207,40 rapidement, on est allé chercher des extensions. On vient d'atteindre, à mon sens, une cible située à 265,80. Si on zoome en journalier, on a un petit canal haussier qui s'est mis en place. Le titre tente de le déborder, mais attention, là, on a cette fois-ci un pendu, une étoile filante, un autre pendu, des bougies rouges, alors des volumes qui sont en train de baisser, mais on est quand même hyper complaisant, tout en haut de marché, sur un titre qui, là, cette fois-ci, donne quelques signaux de divergence selon certains indicateurs, des volumes en baisse, et donc qui incite peut-être à la prudence contre ce niveau de résistance à 265,80. Si toutefois AMD voulait publier au-delà du consensus, eh bien, on pourrait envisager des extensions en direction de 277 et pourquoi pas 289. Voilà les cibles idéales en cas d'extension pour AMD. Attention au retour sous ce niveau de support intermédiaire, testé, préservé pour l'instant par AMD, donc situé à 253,40. Je reste un peu plus circonspect avec ces bougies, je vous dis pendu, deux pendus, une étoile filante. Et puis ces bougies d'indécision, on a aussi un inside bar ici, la bougie de vendredi qui s'est inscrite à l'intérieur de la bougie précédente. On peut même y voir un petit triangle, donc attention à la compression sur le titre, après avoir pas mal anticipé dans les heures passées, dans les heures précédentes. Donc attention à ce petit triangle à surveiller qui peut donner des éléments. Ça ne donne pas un mouvement énorme, mais un signal de compression sur le titre à court terme. Voilà les éléments que nous voulons vous proposer pour les titres. On va aller regarder un volume inhabituel détecté par Paul sur un titre qui s'appelle SoundHound. SoundHound, c'est le mnémonique S-O-U-N, Soon. SoundHound, c'est un concurrent, un challenger. Je ne sais pas si c'est vraiment un concurrent, puisque Shazam a un quasi-monopole, mais SoundHound, c'est un logiciel pour détecter la musique et le son. Et on a un opérateur qui est bien à créer une stratégie haussière. Il a vendu un bull put spread, donc vendu du put de prix d'exercice 16, 35 000 puts, c'est quand même une position significative, et couvert cette stratégie par un achat de put de même quantité, 35 000 de prix d'exercice 13, et donc qui a manifestement envisagé bien, que le titre continue à rester au-delà de cette borne basse de 16, au pire des cas, voire de continuer à progresser un peu, mais donc de clôturer au-delà de ce niveau-là, sur une échéance qui est relativement courte, puisque ce sera d'ici la fin de la semaine. Donc un opérateur, encore une fois, qui est optimiste aussi sur ce titre, SoundHound, donc challenger de Shazam, qui évolue au sein d'un canal haussier de long terme pour l'instant, et donc un opérateur qui a l'air d'envisager que ça se poursuive. On est sur la borne basse du canal haussier, donc intéressant de voir pourquoi l'opérateur a pris ce pari-là. Donc, volume inhabituel détecté sur les options qui peut nous servir de point de repère. Et pourquoi pas de décider avec son setup et son money management de travailler quelque chose en fonction de ces éléments-là. Dernier élément que nous voulions voir ensemble cette semaine, c'est la stratégie sur le GLD, le Spot Gold Trust. Spot Gold Trust, c'est l'ETF américain le plus traité sur l'or, donc que vous avez ici en mensuel. Après un pic haussier, un retracement, avec beaucoup de spéculation autour de l'or récemment, on est allé scaler dans un trading range qui est 358,70 en bas, 397,30 en haut. On a testé la borne basse et préservé. On a toujours un petit gap qui est laissé ouvert ici entre le point bas
de la semaine du 27 octobre avec 360,12 et un point haut à 358,67. Donc on a ce petit gap qui est notre niveau de support majeur, 358,70. Paul nous a détecté pour nous cette semaine une stratégie qu'on appelle un bull put spread. Vous avez l'habitude maintenant, on va vendre un put de prix d'exercice plus bas, en général hors de la monnaie. Par ici, et puis on va, alors est-ce que je l'ai indiqué en journalier pour la journée? Non, je ne l'avais pas fait. Alors on va aller le faire un peu autrement que d'habitude. On va choisir et utiliser notre outil de trading, le Pro Option Trader, que vous avez à l'écran ici. Je vous l'affiche tout de suite. Pro Option Trader que vous voyez à l'écran ici, que je vous affiche en plein écran. Voilà. Pro Option Trader, donc sur le Spot Gold Trust, je l'ai choisi ici. On va prendre, selon le setup de Paul, un élément intéressant, une échéance qui est relativement proche, à 21 jours, selon le setup choisi. Alors on a le choix entre 18 ou 25, on va prendre le plus proche. Et puis là, en fonction de la stratégie qu'on va vouloir prendre, on va s'intéresser à la colonne de droite, puisque c'est un bull put spread, donc les puts. On va décider de vendre un put des prix d'exercice plus haut. Donc encore une fois, selon la sensibilité de chacun, on va décider de vendre plus ou moins haut. Donc plus je vends mon put haut, proche de la monnaie, plus je vais encaisser de primes, mais plus je prends de risques d'être assigné ou d'être perdant. Plus je le prends bas, plus j'ai de place. Donc on va prendre, pour l'exemple, encore une fois, ça n'est qu'un exemple et pas une recommandation, eh bien, la vente d'un put de prix d'exercice 361, et puis on va couvrir cette vente de put par l'achat d'un put de prix d'exercice plus bas, ce qui fait que je vais avoir une stratégie créditrice de l'ordre de 1 ici. Je peux aller analyser la configuration graphique de mon bull put spread. En l'occurrence, j'ai le graphique qui s'affiche en temps réel, en cours de durée de vie. Mais si je veux amener ma stratégie à l'échéance, voilà le profil risque-rendement que me donne ce bull put spread. Donc je connais mon gain maximal qui est de l'ordre de 100 dollars. Ma perte maximale, je la connais aussi. Elle est de l'ordre de 358 dollars. Alors un ratio risque-rendement qui est défavorable, qui est plus important en perte qu'en termes de gains, mais qui me donne une probabilité statistique intéressante, puisque si le titre, donc le sous-jacent, l'or, et l'ETF sur l'or stagne ou monte, je gagne. S'il stagne, je gagne aussi. S'il baisse légèrement, je gagne aussi. On peut, avec la configuration que j'ai prise ici, eh bien, supporter une baisse de 2%, mais on pourrait tout à fait décaler les prix d'exercice. Je pourrais décider de vendre un put de prix d'exercice plus bas, disons 358, et puis acheter un put de prix d'exercice plus bas aussi, 353. Et dans ce cas-là, mon potentiel de baisse avant de perdre serait de 2,90%. Donc encore une fois, je peux ajuster ma stratégie. Alors je gagnerai un petit peu moins dans cette configuration-là. Dans la configuration ici. Mon risque sera un peu plus important, mais au moins j'aurai plus de marge dans la stratégie en question. Donc toujours intéressant de voir comment on peut ajuster ces stratégies en fonction de notre ratio, de notre scénario de marché. Et encore une fois, les stratégies proposées par Paul ici sont backtestées plus de 100 fois et elle obtient, en l'occurrence, avec le setup précis, réservé à nos abonnés, près de 95% de réussite. On peut aussi faire évoluer la stratégie en fonction de la durée de vie du sous-jacent. Et je vois que si je suis à 11 jours de l'échéance, et que l'ETF a progressé de 2,65% à 377,40, mon gain est quasiment de 80% de ma prime totale. Donc je peux aussi décider, tout au long de la durée de vie de l'option, d'encaisser de la prime si je le souhaite. Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour cette semaine. Pas mal de choses à surveiller encore, des arbitrages, quelques petits signes de fragilité qui sont pour l'instant très canalisés, on n'a rien de grave, mais à surveiller. Vous avez les éléments techniques pour le faire. Vous pouvez nous retrouver sur les différents canaux que vous connaissez et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.